Bonjour, je m'appelle Alexis Orsini, matricule 2471308, et aujourd'hui je vais vous présenter ma présentation sur la conscience et le cerveau. La conscience est un aspect plutôt difficile à traiter d'un point de vue biologique puisqu'elle touche à beaucoup de points de vue de la cognition. La définition de la conscience va nous aider à la traiter par la suite. En premier, il s'agit de remarquer les modifications dans notre environnement. Et ensuite, il faut aussi savoir qu'on a remarqué les modifications dans notre environnement. En d'autres mots, savoir qu'on interagit avec celui-ci. La présentation sera séparée comme suit. Alors, en premier, nous allons voir les deux défis de la conscience. Ensuite, nous allons voir les trois niveaux de la conscience et les zones cérébrales impliquées dans chacune d'entre elles. Et finalement, nous allons voir les trois hypothèses principales concernant la conscience réflexive, qui est le dernier niveau de la conscience. En premier lieu, nous allons voir les deux défis de la conscience et les problèmes liés à leur compréhension. Le premier défi de la conscience est ce que le philosophe David Chalmers appelle le défi facile de la conscience, c'est-à-dire notre capacité à interagir avec notre environnement. Alors, grâce aux diverses avancées technologiques qui ont été faites par le passé, surtout en résonance magnétique, nous sommes capables de savoir quelles zones du cerveau sont impliquées lorsque l'on traite des informations venant de notre environnement. Par exemple, on sait qu'un influx nerveux part de notre œil par le nerf optique vers le lobe occipital afin de traiter les informations visuelles. Donc ça, c'est comment on répond au premier problème, le problème facile de la conscience. Le deuxième défi de la conscience est ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sait qu'on ressent les choses et qu'on ressent les informations reçues de notre environnement. Alors, c'est un problème plus difficile puisque l'imagerie médicale ne nous permet pas de définir des ondes précises qui répondent à cette question-là. Et plusieurs scientifiques ont émis même des hypothèses qui diraient que c'est l'ensemble du système nerveux qui participerait au deuxième défi de la conscience. Maintenant, pour la prochaine section, nous allons voir les trois niveaux de la conscience. Alors, pour les définir simplement, il y a trois niveaux principaux de la conscience. Le premier est la proto-conscience, qui est une perception émotionnelle simple. La deuxième est la conscience primaire, qui est une relation simple avec l'environnement. Et la dernière est la conscience réflexive, qui est la conscience d'être soi. C'est cette dernière qui va nous intéresser plus particulièrement puisqu'elle est beaucoup plus complexe que les autres. C'est celle qui traite justement du défi difficile de la conscience dont on a traité précédemment. Alors en premier, en ce qui a trait à la proto-conscience, on peut voir sur l'image les ondes du cerveau qui sont impliquées pour celle-ci. Alors en premier, nous avons les aires somatosensorielles, mais nous avons aussi l'hypothalamus et la formation réticulée. On peut les voir d'ailleurs sur l'image qui est présentée à l'écran présentement. Pour la conscience primaire, ce ne sont pas les mêmes zones qui sont impliquées. Donc, sur la même image, ici, on voit aussi les zones qui sont impliquées pour la conscience primaire. Ces zones-là sont le cortex singulaire, que l'on peut voir en haut à gauche, ainsi que le thalamus, qui est situé au centre. Comme il a été mentionné précédemment, la conscience réflexive touche au niveau plus complexe de la conscience, qui est le problème difficile de la conscience. Ça veut dire que malgré toute l'imagerie médicale qui est à notre disposition présentement, on n'a pas les outils qui nous permettent de définir clairement quelles zones du cerveau seraient touchées par une conscience plus globale, c'est-à-dire la capacité de ressentir qu'on comprend nos interactions avec l'environnement. Ça, ce que ça fait en sorte, c'est qu'on a besoin d'émettre des hypothèses en premier sur la localisation de cette conscience-là dans le cerveau, puisqu'aucun outil technologique ne nous permet de la définir de manière précise et claire. La première hypothèse sur la localisation d'une conscience plus globale a été émise par René Descartes. Selon lui, cette conscience plus globale aurait été située dans la glande pinéale. Cette région du cerveau sert notamment à plusieurs mécanismes biologiques de régulation simples. Par contre, par la suite, beaucoup de tests en imagerie médicale ont démontré qu'il n'y avait pas de zone précise pour la conscience plus globale. Donc en gros, aucune zone plus que les autres
n'étaient actives lors d'exercices de conscience. Ça fait en sorte que l'hypothèse de René Descartes est la dernière qui fait réellement intervenir une seule zone très précise du cerveau pour la localisation de la conscience plus globale. La deuxième hypothèse principale sur la localisation de la conscience dans le cerveau a été mise par Stanislas Dehaene ainsi que Jean-Pierre Changeux. Ces deux scientifiques se sont dit que, dans le fond, la conscience serait probablement dans l'entièreté du cerveau et serait plutôt dans la manière dont les neurones changent de connexion entre elles. Donc la variation globale du système nerveux, ainsi que la transmission de l'influx nerveux qui varie entre les différents lobes, serait la manière que la conscience se transmet dans le cerveau. Pour mieux comprendre ce principe, il est très pertinent de montrer un exemple de comment est-ce que les différents lobes du cerveau, de par la transmission de l'influx nerveux, seraient responsables de la conscience. Donc nous allons voir une transmission d'influx nerveux en particulier. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure sur la vision, on pourrait connecter plusieurs autres lobes à ce cercle moteur-là. En premier, nous avons le lobe occipital qui est responsable de la vue, qui va envoyer un influx nerveux jusqu'au lobe pariétal, qui lui va être le centre de régulation de l'action qui va être prise par la suite. Le lobe pariétal va ensuite envoyer un message au cortex prémoteur, qui par exemple pourrait vouloir que les muscles autour de nos yeux forcent nos yeux à se concentrer sur ce qu'on voit. Et ensuite, on pourrait par exemple ressentir une émotion par rapport à ce qu'on voit. Et là, ensuite, dépendamment de l'émotion, il y a plusieurs zones du cerveau qui pourraient être impliquées. Et donc, on peut voir que la conscience serait dans cet enchaînement d'influx nerveux-là qui font intervenir, eux, plusieurs lobes. La troisième hypothèse sur la localisation de la conscience dans le cerveau a été mise par Stephen Lorace. Stephen Lorace travaille en effet avec des patients qui sont dans le coma et qui, tranquillement, justement, reprennent conscience après des événements traumatiques. Lui, il a vu par plusieurs tests d'imagerie que la région du cerveau qui était la plus active lors d'une reprise de conscience était le cortex pariétal médial, aussi appelé le précuneus, qui est le deuxième point sur l'image que vous voyez présentement sur le PowerPoint. Il a donc émis l'hypothèse que, puisque cette région du cerveau était la plus active lors de la reprise de conscience des patients après le coma, alors c'était probablement dans cette région-là que la majorité d'une conscience globale était située. En conclusion, il y a deux défis principaux de la conscience. Le premier est de trouver comment est-ce qu'on interagit avec notre environnement, et le deuxième, beaucoup plus difficile, a trait à comment est-ce qu'on sait qu'on ressent les interactions avec notre environnement. Ce deuxième problème, plus difficile, a mené à de nombreuses hypothèses qui, avec les avancées technologiques, ont permis de tranquillement mieux comprendre comment la conscience est localisée dans le cerveau. Sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que vous avez pu en apprendre plus sur la conscience et les ondes du cerveau qui sont impliquées. Pour finir, voici la liste des références qui ont été utilisées pour faire les recherches servant à la présentation.